Ma belle-fille a dit « La maison est à moi maintenant », mais elle a oublié un petit détail juridique. Quand j'ai entendu ces mots sortir de sa bouche, j'ai senti mon cœur se briser, mais pas de surprise. Elle s'était installée dans ma maison comme une reine dans un palais conquis, sans invitation, sans respect, sans une once de gratitude. Tout avait changé depuis la mort de mon mari. Mon fils, autrefois doux et attentif, était devenu une ombre cachée derrière les caprices de sa femme. Je me souviens du jour où elle est entrée avec ses valises, ses enfants et son chien. Sans prévenir. « On a décidé de venir vivre ici un moment, maman », m'avait dit mon fils. Et ce « moment » s'éternisait. Les semaines passaient, puis les mois, et ma propre chambre avait été prise par les enfants. Je dormais désormais dans le petit bureau, entouré de cartons. Les regards froids, les soupirs, de portes qui cloquaient, tout devenait insupportable. Mais le pire est arrivé ce matin-là, quand devant une tasse de café que j'avais moi-même préparée, elle m'a dit « Vous devriez chercher un endroit pour aller, la maison est à moi maintenant », avec ce ton sec, tranchant comme une lame. Mon fils restait silencieux. Elle avait changé les serrures, elle avait déplacé mes meubles, elle avait commencé à recevoir ses amis comme si elle était la propriétaire. Et moi, j'étais devenue une étrangère dans ma propre maison, celle que j'avais achetée avec mon propre argent, pierre après pierre, pendant 40 ans de dur labeur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais pas tout perdu, car un petit détail, un minuscule document, allait tout changer. Ce jour-là, elle avait signé sa propre défaite, sans le savoir. Vous savez, la vieillesse n'est pas synonyme d'impuissance. Parfois, ceux qui nous croient faibles oublient que c'est justement dans le silence et la patience que l'on forge les plus grandes forces. Cette histoire, c'est la mienne, mais elle pourrait être celle de votre grand-mère, de votre voisin, ou même de vous un jour. Il pensait que je n'avais plus de valeur, que je n'étais qu'un fardeau qu'on pouvait déplacer, ranger, ignorer. Mais la vie est pleine de virages inattendus, et parfois, ceux qui se croient déjà victorieux sont les premiers à tomber, parce qu'ils ne regardent pas où ils posent les pieds. Avant que je vous raconte tout ce qui s'est passé, du silence humiliant au jour glorieux de ma revanche, je vous invite à vous installer confortablement, car ce récit mérite toute votre attention. Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, bouleversante mais pleine d'espoir, pensez à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur like et surtout laissez un commentaire avec le pays et la ville d'où vous nous regardez. Ça m'aide beaucoup à savoir où mon histoire voyage dans le monde. Chaque partage, chaque clic, c'est un petit rayon de lumière pour toutes celles et ceux qui se sentent oubliés. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une vieille femme invisible pour sa propre famille a fait valoir ses droits. Comment elle a rappelé, sans élever la voix, que la justice existe, parfois cachée dans un tiroir. Alors, restez jusqu'au bout, car ce que ma belle-fille a découvert ce jour-là, elle ne l'oubliera jamais. Tout a commencé un jeudi après-midi, alors que je revenais du marché avec mes sacs pleins de légumes frais et un pain encore chaud. Le soleil était doux, l'air sentait la lavande, et je fredonnais une chanson de mon enfance. Mais en arrivant devant ma maison, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une voiture inconnue dans l'allée, des jouets dans l'herbe et la porte grande ouverte. Mon cœur s'est serré. J'ai d'abord pensé à un cambriolage. J'ai avancé prudemment, les clés tremblantes dans ma main. Mais en entrant, j'ai entendu les rires d'enfants, puis la voix de mon fils « Maman, on est là !» Et là, je l'ai vue. Ma belle-fille. Installée sur mon canapé, jambes croisées, avec une tasse de thé dans la main comme si elle était chez elle. Il ne m'avait rien dit, aucun appel. Ils avaient simplement décidé de revenir un moment. Mon fils m'a embrassé sur la joue en disant que c'était temporaire, que leur appartement avait des problèmes, que c'était mieux ici. Et moi,
Idiote, je les ai laissés faire. 1 semaine, ai-je dit, juste 1 semaine. Mais 1 semaine est devenue 2, puis à moi, puis 3. Les enfants ont pris ma chambre. Ma belle-fille a réorganisé la cuisine. Elle a donné mes rideaux, jeté mes tapis, et petit à petit, chaque coin de ma maison a cessé de m'appartenir. Même l'odeur avait changé. Ce n'était plus chez moi. Je voulais dire non. Mais comment dire non à son propre fils? Comment refuser un toit à ses petits-enfants? Chaque fois que je voulais parler, mon fils détournait le regard ou faisait semblant d'être pressé. Ma belle-fille, elle, souriait avec hypocrisie. Mais dans ses yeux, je voyais le mépris. Un matin, je suis descendue dans la cuisine et j'ai trouvé mes casseroles dans la poubelle. « On a tout modernisé », m'a dit ma belle-fille. Elle avait tout remplacé par de l'inox brillant, sans âme. Mon vieux moulin à café, celui que j'utilisais depuis 30 ans, avait disparu. Je l'ai trouvé dans le garage, couvert de poussière. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer d'autres changements. Les factures arrivaient à son nom. Mon courrier disparaissait. Le facteur ne sonnait plus. Et un soir, j'ai vu un homme en costume sortir du bureau, un notaire. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait là, elle m'a dit que c'était pour mettre de l'ordre dans les papiers. Je n'étais plus qu'une ombre. Je marchais dans les couloirs en silence, essayant de ne pas déranger. J'évitais le salon, je mangeais seule. Et la nuit, j'écoutais les murs comme pour retrouver la voix de mon mari disparu. C'était la seule chose qui me restait. Ce n'est que lorsque j'ai trouvé un tiroir fermé à clé dans mon buffet que j'ai compris que quelque chose de plus grand se tramait. Il m'écartait doucement, méthodiquement, comme on efface un tableau pour en peindre un nouveau. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce tableau avait été signé par moi, bien avant leur arrivée, et que dans un dossier, caché au fond d'un meuble oublié, reposait un secret juridique que j'avais gardé pour les jours sombres. Les jours devenaient des semaines, et les semaines s'effaçaient dans une routine où je n'existais plus. Je me levais avant tout le monde pour ne pas déranger. Je faisais le café en silence. Puis je retournais dans mon bureau, transformé en chambre d'appoint, avec un lit pliant et une couverture râpée. C'était mon coin, mon isolement volontaire. Ma belle-fille avait pris le contrôle de tout, du salon aux factures, du menu des repas à la liste des invités. Elle avait transformé ma maison en un théâtre où je n'étais plus qu'une figurante muette. Un jour, elle a organisé une fête, une grande réception avec des voisins que je ne connaissais même pas. Et moi, on ne m'avait pas prévenue. J'étais reléguée à la cuisine, à couper des légumes. Ce jour-là, un enfant que je ne connaissais pas m'a demandé si j'étais la dame de ménage. J'ai souri, comme on sourit quand on se brise à l'intérieur. Mon propre petit-fils ne m'appelait plus mamie, mais utilisait mon prénom. C'est ce qu'on fait maintenant, avait dit ma belle-fille. Moderne, disait-elle. Froide, disais-je. Je me sentais de trop. Même le chien de la famille me grognait dessus. J'étais devenue un silence qu'on contourne, une ombre sur le mur. Il m'ignorait avec une telle efficacité que j'en venais à douter de ma propre présence. Est-ce que j'étais encore vivante ou seulement un souvenir errant dans ma propre maison? Mais le pire fut cette discussion un soir dans le salon que je n'étais pas censée entendre. « Elle n'en a plus pour longtemps », disait ma belle-fille. « Une fois qu'elle partira, on vendra la maison. » Mon fils n'a rien dit. Pas un mot. Il regardait la télé, comme si les paroles de sa femme étaient normales.
comme si j'étais déjà morte, il y a une chose que ma mère me disait souvent. Les gens trop sûrs d'eux finissent toujours par trébucher. Et ma belle-fille, elle était déjà en train de courir trop vite sur une corde trop fine. Elle croyait avoir gagné. Elle se permettait tout. Les décisions, les dépenses, même les conversations avec les voisins étaient désormais à son nom, comme si j'étais déjà partie. Un samedi matin, elle a organisé un vide-grenier dans mon jardin, sans m'en parler. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle vendait mes vieilles chaises, mes nappes brodées, les livres que j'avais lus avec mon mari. Elle riait, souriait, encaissait l'argent comme si tout cela lui appartenait depuis toujours. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose, un petit détail. L'un des acheteurs lui a demandé un reçu pour un vieux meuble, et elle a hésité. Elle a bafouillé, pris un bout de papier, griffonné son prénom, sans adresse, sans signature. Ce n'était rien, mais dans ses yeux, j'ai vu la panique. Elle ne savait pas comment répondre. Elle improvisait. Et là, j'ai compris. Elle n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle le prétendait. Ce fut la première faille. J'ai commencé à noter chaque détail, chaque mot. Je ressortais un vieux carnet, celui où je notais les recettes de cuisine. Je le remplissais désormais d'horaires, de noms, de phrases dites, de réactions, tout ce qui pourrait un jour servir. Je me transformais en mur silencieux, mais enregistreur. Une soirée, elle est rentrée avec un nouveau meuble, très cher, payé comptant. Je savais qu'ils étaient endettés, et pourtant, elle dépensait comme une reine. J'ai entendu mon fils murmurer « Tu vas trop loin », mais elle l'a fait taire d'un seul regard. Il n'était plus qu'un pantin dans cette mascarade. Et lui aussi commençait à en avoir peur. Mon fils, autrefois si fort, si sûr, passait maintenant ses journées enfermé dans le garage, à bricoler des choses sans importance. Il évitait mon regard. Mais une fois, je l'ai surpris en train de feuilleter un album de famille, les yeux pleins de larmes. Peut-être qu'une part de lui se souvenait encore de qui j'étais. Peut-être. Ce matin-là, il faisait gris, le genre de ciel qui prévient qu'une tempête approche. J'étais dans la cuisine, comme toujours, préparant du thé, quand j'ai entendu la sonnette. 2 fois, sèchement, puis des voix, des pas lourds, et enfin, le choc. 2 policiers dans mon salon. Ma belle-fille, les bras croisés, triomphante. « Elle refuse de partir, dit-elle. Elle squatte. Elle n'a aucun droit ici. » Le plus jeune des agents m'a regardé avec gêne. Il semblait mal à l'aise. Le second, plus âgé, m'a demandé calmement si j'avais un document de propriété. Je n'ai pas répondu. Je suis allée chercher la fameuse boîte, celle que mon mari appelait le coffre du silence. Je l'ai ouverte lentement sous leur regard et j'en ai sorti le dossier. J'ai tendu les papiers au policier. Il les a lus, en silence, longuement, chaque feuille, chaque signature. Et puis, il a levé les yeux vers ma belle-fille. Son visage avait changé. Il n'y avait plus de certitude, plus de sourire. « Madame, dit-il, vous êtes bien la propriétaire et vous bénéficiez d'un droit d'habitation à vie. » Le silence a été brutal. Mon fils est sorti de la chambre en courant, comme tiré d'un cauchemar. Il a vu les policiers, vu les papiers et vu surtout le visage de sa femme, blême. « Tu savais ?» Elle n'a pas répondu. Elle reculait déjà, comme une reine déchue. Le policier plus âgé s'est tourné vers elle. « Si vous avez changé les serrures,
déplacer des objets personnels ou organiser des ventes sans autorisation, cela peut être considéré comme une infraction. Elle a tenté de parler, de se justifier, mais ses mots étaient creux, fragiles, comme du verre sur le point de se briser. J'ai senti, à ce moment précis, mon souffle revenir. Pas de haine, pas de vengeance, juste la légitimité retrouvée, une dignité qu'on avait voulu m'arracher. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais frappé personne, j'avais attendu. Et maintenant, la vérité faisait le travail pour moi. Les policiers sont partis après avoir fait un rapport. Mon fils est resté, silencieux. Ma belle-fille, elle, a fait ses valises le lendemain. Elle ne n'a pas regardé. Elle a quitté la maison avec ses enfants, le regard dur, la mâchoire serrée. Elle ne pensait pas que je pouvais me défendre. Les jours suivants, j'ai retrouvé mon espace. Je suis retournée dormir dans mon lit. J'ai remis mes rideaux. J'ai même ressorti mon vieux moulin à café. Les murs semblaient respirer à nouveau. La maison avait retrouvé sa voix. Et moi aussi. Mon fils, lui, est resté. D'abord silencieux, presque honteux. Puis un soir, il est venu dans la cuisine. Il m'a demandé si je voulais un thé. Nous n'avons pas parlé ce soir-là, mais il est resté assis, en face de moi. C'était un début. Car parfois, la justice ne fait pas que punir, elle reconstruit. Elle rappelle aux autres, et à nous-mêmes, que la vérité, même oubliée dans un tiroir, finit toujours par sortir. Les jours passèrent, plus calmes, presque silencieux. La maison avait changé. Elle n'était pas revenue à ce qu'elle était. Non, rien ne revient jamais vraiment en arrière, mais elle respirait autrement, avec moi, pour moi, et moi, je me réapprenais. Je redécouvrais les pièces, les odeurs, les objets. Chaque coin avait repris une voix, ma voix. Je laissais les fenêtres ouvertes plus souvent, je cueillais des fleurs dans le jardin, comme autrefois. Même mes mains, ridées mais fermes, semblaient vouloir refaire le monde à leur façon. Mon fils restait, présent mais discret. Il m'aidait à réparer les meubles, à remettre les choses à leur place, mais surtout, il ne disait rien de superflu. Il écoutait. Et parfois, en me regardant, je voyais une tristesse muette dans ses yeux, un regret profond que même les mots ne pourraient laver. Une fois, il a osé. Il est venu avec une photo, celle de moi, jeune, tenant sa main dans un parc. « Tu te souviens de ce jour ?» J'ai hoché la tête. Et là, il a dit « Je suis désolée, maman, j'ai été lâche. » Ce n'était pas une excuse rapide, c'était une confession, un homme qui reconnaît s'être perdu. Je ne l'ai pas grondé, je ne l'ai pas consolé, je lui ai seulement pris la main, et dans ce simple geste, il a compris que le pardon ne s'achète pas, il se mérite, et que parfois, l'amour maternel a la seule force capable de résister aux pires tempêtes. La maison est restée tranquille. Il n'y avait plus de cris, plus de portes qui claquent, plus de tension dans l'air. Seulement la paix, la vraie, celle qui ne fait pas de bruit, celle qu'on ressent dans les petites choses. Une tasse de thé, un rayon de soleil, un silence partagé. J'ai recommencé à écrire mes recettes, mes souvenirs. J'ai même ouvert une boîte de lettres anciennes que j'avais écrites à mon mari sans jamais les envoyer. Je les ai lues à voix haute, une par une, comme pour qu'il entende à travers les murs. Et j'ai souri. Les voisins sont revenus. Certains, gênés, m'ont demandé si tout allait bien. D'autres m'ont offert des fleurs, du pain frais.
Un petit garçon m'a même demandé de lui apprendre à faire du pain. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'exister pour les autres, pas seulement dans l'ombre. Un matin, en regardant par la fenêtre, j'ai vu mon petit-fils jouer dans le jardin. Mon fils le regardait assis sur les marches, l'air apaisé. Il m'a vu. Il a levé la main et j'ai su que même si tout n'était pas réparé, quelque chose avait été sauvé. Parce que parfois il ne s'agit pas de reprendre ce qu'on nous a pris, il s'agit de retrouver ce qu'on croyait perdu. Notre nom, notre voix, notre place. Et cette maison, elle n'est plus seulement un lieu, elle est redevenue mon refuge, ma victoire silencieuse. Parfois, la vie vous pousse si loin dans l'ombre que vous oubliez votre propre lumière. On vous traite comme un meuble ancien, comme une page tournée. Mais même une feuille oubliée dans un tiroir peut contenir les mots qui changent tout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, j'ai attendu, observé et j'ai fait confiance à ce que mon mari et moi avions construit. Une vie de justice, de patience et de mémoire. Ils ont cru que le temps me ferait plier, mais c'est ce même temps qui m'a protégée. Alors si vous aussi vous vous sentez oublié, effacé, inutile, souvenez-vous, votre histoire n'est pas finie. Et parfois, une simple vérité bien gardée vaut plus qu'un millier de cris. Moi, j'ai gagné sans bruit, et c'est ce silence qui a fait tout le bruit qu'il fallait.